C'est Anatole Lebras qui m'a rapporté ce qui est arrivé pas loin d'ici, entre Funtenspe et Kervoruela. Il tenait cela de ceux à qui l'aventure est arrivée. Ceux-là connaissent la vérité. Écoutez, et ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Marie-Jeanne et Larry vivaient seuls depuis de longues années dans une petite maison au bord de la Grève. Elle passait son temps à filer du lin sur le pas de sa porte. Elle aimait voir le beau linge filé par elle et tissé par le tisserand du bourg s'empiler sur les étagères de son armoire. Un soir, elle tomba malade. Comme voisins, elle n'avait que les Rojoux, dont la ferme était située à un quart de lieue de là, dans les terres. Le lendemain, le fermier Gonéry Rojoux était allé prendre du goémon à la Grève. Il s'étonna de voir la porte de Marie-Jeanne fermée. Il pensa qu'elle était peut-être partie en pèlerinage, et il en parla à sa femme rentrant. 2 jours passèrent. Le 3e jour, la femme Rojoux dit à son homme: « Je vais faire un tour du côté de chez Marie-Jeanne pour voir si elle est revenue. » Quand elle arriva à la maison de la vieille, elle trouva la porte encore fermée. L'idée lui vint de regarder par la fenêtre. Vous imaginez l'épouvante? Le corps de Marie-Jeanne et Larry pendait hors du lit, et sa tête posait sur le banc de Tossel. La vieille était morte seule comme elle avait vécu. La femme Rojoux courut à perdre haleine jusqu'à sa ferme. Tout essoufflée, elle dit à son mari: « Prends un pied de biche et suis-moi. » Le levier servit à forcer l'ouverture de la porte. Le cadavre sentait déjà mauvais. Rojoux et sa femme tirèrent la morte du lit et l'étendirent sur la table. « Nous allons l'inhumer, dit l'homme. Pour le linceul, regarde si tu ne trouves pas une pièce de toile propre dans l'armoire, car les draps du lit sont sales. » Quand la femme Rojoux ouvrit l'armoire, elle demeura émerveillée, comme en extase. L'armoire était pleine de linge tout neuf qui sentait bon la lavande et qui était blanc comme neige. Vous n'êtes pas sans savoir combien les ménagères aiment le beau linge et comme elles s'enorgueillissent, à chaque lessive, de le voir s'empiler sur les étagères. Le rêve de la femme Rojoux avait toujours été de pouvoir, comme la vieille Marie-Jeanne, passer ses journées à filer du lin pour faire de la toile fine. Mais elle n'avait, hélas, que trop à faire dans son ménage autour de son homme, ses 4 enfants et des bêtes qu'il faut soigner. 12 ans qu'elle était mariée, son rouet ne servait pas
Et en fait, de toile, il n'y avait guère chez elle que de la toile d'araignée. Elle s'exclama: Oh, la belle armoirée! L'esprit malin lui souffla dans l'oreille: Femme Rojoux, tu es seule avec ton mari dans la maison de la défunte. Personne encore dans la contrée ne sait que la vieille est trépassée. Personne non plus ne sait au juste ce que renferme son armoire. Nul ne sera surpris qu'on l'ait trouvée vile. Pas un héritier ne réclamera, puisque Marie-Jeanne et Larry vivaient solitaires et racontaient elle-même qu'elle avait perdu toute sa parenté. Son linge deviendra la proie de l'État qui n'a jamais fait quoi que ce soit pour Marie-Jeanne et Larry. Toi, au contraire, tu t'es montré serviable envers elle. Tu vas tout à l'heure t'occuper de lui rendre les derniers devoirs. N'est-il pas juste que tu prennes ta part de ce qu'il y a dans sa maison et dont elle n'a désormais que faire? Ainsi parla le diable tentateur. Lénore Rojoux était une honnête femme, mais elle était la fille de sa mère et sa mère descendait d'Ève. Elle écouta les propos du démon. Oh, Gonéry, dit-elle, ce n'est pas les linceuls qui manquent. Regarde plutôt. Comme sa femme, Gonéry Rojoux s'extasia. Si tu voulais, reprit celle-ci, nous aurions à nous tout ce linge, sauf bien sûr ce qu'il faut pour faire un drap de mort à la vieille Marie-Jeanne. Après tout, observa Rojoux, pourquoi d'autres et non pas nous? Lénore Rojoux dit à son mari: Il y a là de quoi faire des douzaines de beaux draps, autant de nappes pour envelopper le pain, et beaucoup de chemises d'hommes, de femmes et d'enfants. Tu crois pas? Si, ma foi. Écoute, tu vas rester ici veiller la vieille. Moi, je vais transporter les pièces de toile chez nous. Cela ne sera ni vu, ni entendu. Je t'en laisserai seulement une, dans laquelle tu tailleras le linceul pendant que je ferai ma tournée. Et Gonéry Rojoux partit, sans scrupule, chargé comme un âne. Au bout d'une demi-heure, il était de retour. Le cadavre de Marie-Jeanne et Larry attendait toujours son linceul. Lénore Rojoux, à genoux sur une pièce de toile déployée à terre, tenait une paire de ciseaux dans sa main droite, mais ne se décidait pas à s'en servir. Gonéry s'écria depuis le seuil: Tu n'as pas beaucoup avancé la besogne? Lénore Rojoux répondit: Ce serait grand dommage d'entamer une toile si blanche pour un pauvre corps qui tombe en pourriture. Ne penses-tu pas que la vieille Marie-Jeanne aimerait autant dormir, une fois morte, dans les draps où elle couchait de son vivant? Tu as peut-être raison, dit Rojoux, qui, comme beaucoup de maris occupés aux durs travaux des champs, laissait à sa femme le soin de penser pour deux. Il fut entendu qu'on n'entamerait pas la pièce de toile neuve et qu'on ensevelirait la vieille dans ses vieux draps. Ce qui fut fait. Le soir même, le glas tinta à l'église du bourg pour le décès. Un menuisier apporta le cercueil. Marie-Jeanne et Larry y furent couchés en grande hâte à cause de l'odeur. Gonéry Rojoux s'était chargé de tous les frais d'enterrement et de sépulture. Dans tout le pays, on loua sa générosité.
Et le dimanche d'après, monsieur le recteur prôna en chaire, en recommandant lui et sa femme, tous deux, comme exemple à l'assistance, comme de parfaits enfants de Jésus-Christ. Ils montrèrent de la modestie devant ces éloges, de quoi on leur sut encore plus gré, n'est-ce pas? Mais au fond, ils n'avaient pas la conscience tranquille. Lénan, elle, se consolait assez facilement de ses remords. Il lui suffisait de contempler le linge de Marie-Jeanne et Larry dans son armoire. Mais Gonéry Rojoux n'était pas de même. L'homme n'avait plus goût au travail. Il perdait l'appétit et ne pouvait dormir que d'un œil. Une nuit qu'il somnolait ainsi, il se dressa tout à coup sur son séant. On cognait à la porte. « Qui est là ?» demanda-t-il. Pas de réponse. Que vous veniez de la part de Dieu ou de la part du diable, qui êtes-vous ? Il fit mine de se lever, mais il n'eut pas plutôt la tête hors du lit qu'il fut pris d'épouvante. La porte du logis était grande ouverte. Il était pourtant sûr d'en avoir solidement poussé le verrou avant de se coucher. Ce n'était pas tout. La nappe qui enveloppait le pain sur la table de la cuisine se déployait. Puis, sous la nappe, il vit la forme rigide d'un cadavre. Le pain, à peine entamé, servait d'oreiller à la tête. Cette tête, Gonéry Rojoux la vit se soulever lentement. Il ferma les yeux, bien décidé à ne rien voir de plus. Il ne put s'empêcher d'entendre un petit pas menu qui trottinait à travers la maison. Puis ce fut le bruit que font les battants mal graissés d'une armoire. Une voix ricanait en imitant par moquerie ce qu'avait dit Lénan devant le linge de Marie-Jeanne et Larry. « Oh, la belle armoirée !» Gonéry Rojoux entr'ouvrit les paupières. Le clair de lune oblique entrait par le cadre de la porte, découpant un carré de lumière sur le sol de terre battue blanche, tout pareil à une toile étendue en long et en large. À l'une des extrémités, l'arbre de la cour dessinait les ombres de ses feuilles frémissantes au vent de noroît. Dans cette ombre, Gonéry vit le profil d'une vieille femme agenouillée. Elle tenait une paire de ciseaux dans sa main droite. Il reconnut Marie-Jeanne, la morte. C'est pourtant dommage, disait-elle, continuant d'imiter le ton de Lénan. Ce serait grand dommage d'entamer une toile si blanche pour un pauvre corps qui tombe en pourriture. La vieille Marie-Jeanne aimerait autant, une fois morte, dormir dans les draps où elle couchait de son vivant. Gonéry Rojoux sentit une sueur froide ruisseler. La vieille fit une pause, puis reprit. « Eh bien non, je veux être enseveli dans le lin que j'ai filé. Il me faut mon linceul. » Là-dessus, elle disparut. Gonéry Rojoux n'avait pas réveillé sa femme. À l'aube, il lui dit « Femme, sais-tu quel est le premier travail que tu vas faire à ton lever ?»« Oui, mon homme, je vais piler de l'ajonc vert pour les bêtes, puis je débarbouillerai les enfants. »
Non, dit Roujou. Tu te mettras sur ton 31 et tu tâcheras d'être à l'église au moment où monsieur le recteur reçoit à confesse. Tu lui avoueras en confession notre faute. Tu n'y penses pas, Gonéry? Et de quoi donc te mêles-tu, s'il te plaît? Ce n'est pas tout, poursuivit l'homme. Je marcherai sur tes pas en portant le linge volé qui est là dans l'armoire. N'oublie pas de demander au recteur quel usage nous devons en faire. Quel usage? Quel usage? Répartit la femme en colère. Si quelqu'un doit le savoir, c'est moi et non le recteur. Ne t'inquiète donc pas de ce linge. J'ai mes raisons pour m'en inquiéter, dit Gonéry. Il va de ta paix et de la mienne en ce monde et dans l'autre. Il raconta à sa femme sa vision de la nuit et Lénan, dès lors, ne fit plus d'objection. Elle disposa elle-même le linge sur les épaules de son mari et le précéda au bourg. Arrivée à l'église, elle se blottit dans le confessionnal du recteur pendant que Gonéry l'attendait avec sa charge près des fonts baptismaux. Quand elle lui eut tout avoué, le recteur dit à Lénan : « Revenez cette nuit, ma fille, accompagnée de votre homme. Quant au linge, vous le déposerez à la sacristie, où je l'exorciserai. D'ici ce soir, j'espère en avoir fait sortir l'âme funeste qui est en lui et qui n'est autre que votre péché à tous deux. » Lénan et Gonéry s'en retournèrent à la ferme, et le soir, ils vinrent en prière dans l'église avec le recteur. Quand sonna l'heure de minuit, celui-ci fit signe à Lénan. « Voici l'heure, dit-il. Prenez les pièces de toile dans la sacristie et allez les étendre une à une sur la tombe encore fraîche de Marie-Jeanne. Nous prierons ici pendant ce temps, votre mari et moi. Quand tout sera fini, vous viendrez nous rendre compte et vous nous direz ce que vous aurez vu. » Autant vous dire que Lénan Roujou n'était pas fier en s'en allant à l'heure de minuit accomplir cette restitution dans le cimetière de la paroisse. Gonéry Roujou non plus n'était pas fier. Dans le cœur de l'église, où il priait côte à côte avec le recteur pour le retour heureux de sa femme. Il fut soulagé d'un grand poids en la voyant reparaître saine et sauve par la porte de la sacristie. Elle tremblait pourtant de tous ses membres. « Eh bien, demanda le recteur. »« Oh, répondit-elle, j'ai vu des choses que nul autre ne verra jamais. » Expliquez-vous, Lénan. D'abord, monsieur le recteur, un vent s'est levé, et les toiles se sont envolées l'une après l'autre, en gémissant. Avant que j'aie déplié la dernière toile, la pluie s'est mise à tomber, et la terre de la tombe a englouti le tissu. C'est alors que j'ai vu Marie-Jeanne dans son linceul. J'ai entendu sa voix qui disait « Vous êtes pardonné. » « C'est assez, dit le recteur. Ton mari et toi, vous pouvez aller en paix. Souvenez-vous seulement que s'il est mauvais de voler les vivants, il est odieux de voler les morts. Quant à Marie-Jeanne et Larry, soyez certains qu'elle ne vous tourmentera plus.
vous étonnerait peut-être qu'un homme d'église se soit livré à quelque sorcellerie peu catholique. Mais le recteur connaissait ses ouailles et n'agissait que pour leur montrer le bon chemin, soulager leur conscience et sauver leurs âmes. Quels que soient les moyens qu'il utilisa, je ne doute pas qu'il y soit parvenu.